Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai donc le plaisir d'aborder maintenant la physiologie de la nutrition et la calorimétrie indirecte chez l'enfant agressé. Je travaille donc à la Haute École de Santé de Genève et je collabore depuis plusieurs années, nous collaborons depuis plusieurs années avec les soins intensifs de pédiatrie de Lausanne sur des projets de recherche en nutrition. Et on a donc préparé cette présentation avec le docteur Jacques Cotin, médecin-chef de l'unité, en ayant comme but de partager donc avec vous notre expérience du domaine. Je vais commencer par vous présenter comment mesurer donc la dépense énergétique. Avant d'aborder les besoins énergétiques de l'enfant agressé, je vais faire un bref rappel des besoins énergétiques de l'enfant en santé pour que ce soit clair pour chacun d'entre vous. Donc ce graphique présente les apports nutritionnels conseillés en énergie pour l'enfant en santé. Ce sont des données qui proviennent des recommandations françaises. Donc vous pouvez voir ici les besoins énergétiques totaux de l'enfant et vous voyez qu'exprimés en calories par kilo et par jour, les besoins sont bien supérieurs à ceux de l'adulte. La dépense énergétique est faite de 3 composants. Le principal composant, c'est le métabolisme de base, ou la dépense énergétique de repos, qui a une valeur très proche. Elle correspond en fait à l'énergie nécessaire pour toutes les fonctions vitales de l'organisme. Donc, en gros, elle correspond à l'énergie dont nous avons besoin couchés, au calme et à jeun. Donc, vous voyez que cette valeur-là est bien supérieure chez l'enfant que chez l'adulte, et elle est très élevée les 2 premières années de vie. Ceci est dû essentiellement à la composition corporelle de l'enfant, puisqu'il a une grande partie de son poids corporel sous forme d'organes. Et ces organes nobles, en fait, ont une dépense énergétique très élevée par rapport aux muscles et par rapport au tissu adipeux. Le deuxième composant de la dépense énergétique, en bleu ici, c'est la croissance. Donc là, de nouveau, c'est un composant qui est très important les premiers mois de vie, ce qui est normal puisque entre 0 et 1 an, l'enfant va tripler en gros son poids et prendre 25 cm. Et vous voyez par contre qu'à partir de 2 ans, cette croissance représente un coût énergétique très faible, environ 1% uniquement des besoins énergétiques totaux. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, cette croissance est vraiment négligeable, en dehors du pic qu'on va retrouver donc à l'adolescence. Le troisième composant de la dépense énergétique, c'est l'activité physique qui apparaît autour des 6 mois et puis qui va augmenter avec l'âge. C'est le paramètre qui va varier le plus d'un individu à un autre, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. La méthode de référence pour déterminer les besoins, la dépense énergétique, c'est la calorimétrie indirecte. Et vous voyez en fait que cette mesure va permettre de déterminer le métabolisme de base ou la dépense énergétique de repos, mais pas l'ensemble des besoins énergétiques. La seule méthode qui permet de tout mesurer, en fait, c'est l'eau doublement marquée, qui est une méthode lourde à base d'isotopes et donc qui est très peu utilisée, en fait. Donc, la mesure de calorimétrie indirecte repose sur la mesure des échanges gazeux, à savoir la consommation d'oxygène et la production de gaz carbonique. Et en utilisant une équation, généralement celle de Verre, on va pouvoir calculer la dépense énergétique extrapolée donc sur 24 heures. La mesure est relativement simple, donc on va installer autour de la personne une bulle en plexiglas, nommée canopy, qui va permettre le recueil de ces échanges gazeux. En général, chez la personne qui respire spontanément, une durée de 30 minutes de mesure est suffisante et donc facilement réalisable. Chez l'enfant agressé, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai juste mis ici une photo d'un calorimètre pour les personnes qui ne seraient pas familiarisées. Donc ça, c'est le Delta-Trac 2, qui est le calorimètre de référence, qui a été validé dans plusieurs conditions cliniques. Et vous voyez qu'il est simplement branché au ventilateur par 2 tuyaux en fait, qui permettent le recueil des échanges gazeux. Donc on rencontre plusieurs difficultés avec cette mesure en pratique. La première, c'est qu'en fait, elle requiert des moyens financiers, du personnel formé et du temps. Donc la réalisation de la mesure elle-même est assez simple. Par contre, c'est plus complexe d'interpréter les données et de s'assurer que ce qu'a mesuré le calorimètre est fiable.
c'est aussi une durée qui prend du temps, c'est aussi une mesure qui prend du temps. Donc entre la réalisation de la mesure, l'interprétation des données, il faut en tout cas compter 1h30, ce qui est quand même assez long. On peut avoir aussi des erreurs de mesure potentielles, notamment en cas d'effet O2 supérieur à 60% ou de fuite endotrachéale supérieure à 10%. On a un problème avec les calibrations, puisque toutes les calibrations proposées par les fabricants sont destinées à l'adulte. Donc en fait, lorsqu'on calibre notre calorimètre pour s'assurer qu'il mesure ce qu'il doit mesurer, et bien on teste des valeurs adultes et pas du tout pédiatriques. Et la dernière difficulté qu'on rencontre actuellement, c'est que ce Delta-Track 2 n'est plus fabriqué et puis sa maintenance plus assurée. Donc actuellement, on n'a plus de calorimètre de référence en dehors des quelques Delta-Track qui restent dans les unités. En 2004, une enquête menée auprès de 111 unités de soins intensifs en Europe a démontré que seuls 17% de ces unités utilisaient cette méthode, alors qu'en 2004, il y avait encore pas mal de Delta-Track qui étaient disponibles. Donc finalement, la première question qui va se poser en pratique, c'est quel calorimètre utiliser en dehors du Delta-Track, et on va vraiment avoir un problème assez prochainement. Donc quelques études ont évalué la précision des calorimètres en comparaison au Delta-Track. On n'a aucune étude pédiatrique, donc ce sont uniquement des études réalisées chez l'adulte. On a cette étude en fait de 2013 qui a évalué la précision du CCM Express de chez Medgraphic et du Quark RMR de chez Cosmed, chez 24 patients. Et vous voyez que le CCM Express présentait une différence de 1127 calories par jour avec le Delta-Track. Donc une différence de 64% en fait. Et on n'a pas l'écart type, mais on voit bien le manque de précision. Et le Quark RMR présentait lui une différence plus faible de 39 calories par jour. Les données sont assez dispersées, mais ça reste encore, on va dire, acceptable. Le troisième calorimètre qui a été évalué, c'est le MCOVIX, qui peut être utilisé uniquement chez les patients ventilés. Les conclusions divergent en fait. On a 2 études qui nous disent que ce calorimètre n'est pas précis, et puis une étude qui nous dit que ce calorimètre est précis. Par contre, on n'a pas la différence moyenne ni l'écart type entre les valeurs obtenues avec ce calorimètre et celles obtenues avec le Delta-Track, donc c'est difficile d'interpréter en fait ces données. Mais si on regarde les différences moyennes et leur écart type avec le Delta-Track, elles sont quand même importantes, mais elles sont plus faibles que les différences obtenues avec le CCM Express. La deuxième question qui va se poser en pratique, c'est que finalement, la plupart des unités ne vont pas pouvoir mesurer cette dépense énergétique, donc on va l'estimer. Mais comment estimer cette dépense énergétique? Donc l'ASPEN précise qu'en l'absence de calorimétrie indirecte, la dépense énergétique peut être estimée par des équations de prédiction, mais que ces estimations sont souvent imprécises. Mais on n'en sait pas plus. Il faut savoir qu'il existe environ une centaine d'équations de prédiction, que ce soit pour l'adulte en santé ou malade, l'enfant en santé ou malade, et il existe également 2 équations spécialement développées pour l'enfant agressé. Donc, on a essayé de répondre à cette question chez un collectif de 74 enfants, chez qui on a mesuré la dépense énergétique du jour de l'admission jusqu'au jour de l'extubation, lorsque c'était possible, donc pour un total de 404 mesures de calorimétrie indirecte. Et on a testé cette première équation, qui est l'équation de White, qui a été développée en 2000, spécialement pour l'enfant de réanimation. Et on voit en fait que la différence entre les valeurs donc, estimées par cette équation et mesurées par le Delta-Track 2 sont vraiment très importantes. La première version de l'équation proposée par les auteurs, qui est une équation que vous voyez très complexe, présente une différence de 9 plus ou moins 51% avec les valeurs mesurées. Et puis la version simple est un poil plus précise avec une différence de 8 plus ou moins 41%. Donc là, on a vraiment un gros risque d'imprécision si on utilise cette équation. On a également testé une équation très récente qui a été publiée en 2012 par Meyer, qui est une équation relativement simple et qui a été développée, elle aussi, uniquement pour des patients agressés. Et on voit que
les résultats sont quand même plus satisfaisants, puisque la différence avec les valeurs mesurées était de 9 plus ou moins 28%. Donc c'est déjà plus acceptable. Et l'équation finalement qui était la plus précise, c'est celle de Sheffield, qui utilise le poids et la taille, qui est en fait une équation développée pour l'enfant en santé, qui date de 1985, et qui présente une différence de 2%, donc en moyenne c'est vraiment très précis, et un écart type de 22%, donc là on est encore avec des valeurs qui ne sont pas très précises, mais c'était les meilleurs résultats obtenus. Jusqu'à présent, je vous ai montré finalement comment mesurer ou comment estimer les besoins énergétiques de l'enfant agressé, mais quels sont ces besoins finalement? Je vais revenir sur une étude qui a été publiée chez l'adulte et qui date, c'est l'étude de Long, car elle a beaucoup influencé les recommandations pédiatriques. Donc Long a démontré que suite à une agression métabolique chez l'adulte, la dépense énergétique augmentait de manière importante et que cette augmentation en fait dépendait de la sévérité de la maladie et que cette augmentation perdurait dans le temps. Idem pour les besoins protéiques qui sont reflétés par l'excrétion urinaire d'azote. Donc on a une augmentation de l'excrétion urinaire d'azote suite à l'agression métabolique qui elle aussi dépend de la sévérité de la maladie et qui dure dans le temps. Donc une augmentation des besoins énergétiques et protéiques suite à l'agression, qu'en est-il de l'enfant agressé? Donc là aussi, je reviens dans le passé avec la première étude en fait, de Scholz publiée en 1988. Les auteurs ont mesuré la dépense énergétique chez 20 patients avec des diagnostics différents. Et ils ont montré que cette dépense énergétique était bien inférieure en fait, aux apports nutritionnels conseillés. Ces apports ont été estimés par l'étape de Ratling, donc ici on ne les utilise pas tellement, mais ils sont très proches des recommandations françaises. Et en gros, cette dépense énergétique correspondait uniquement aux 50% des besoins de l'enfant en santé. Et déjà en 1988, en fait, les auteurs concluaient que si les besoins énergétiques de l'enfant agressé étaient basés sur ceux de l'enfant en santé, eh bien on avait un gros risque de surnutrition. Mais vous allez voir que ce message n'a pas été entendu pendant plusieurs années. Quelques années plus tard, on a l'équipe de Letton qui a mesuré également la dépense énergétique chez 19 nourrissons. Et ils ont montré qu'avec un apport énergétique qui était supérieur à la dépense énergétique mesurée, mais qui restait quand même modéré, puisque en moyenne, il était de 65 plus ou moins 18 calories par kilo et par jour. Bien, malgré cet apport modéré, on avait déjà une surnutrition avec une hypogénèse. Toujours dans notre collectif des 74 enfants chez qui on a mesuré la dépense énergétique tout au long de la période sous ventilation mécanique, nous avons également donc, comparé les valeurs mesurées aux apports nutritionnels conseillés donc, pour la population française. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la dépense énergétique est bien inférieure aux recommandations, mais elle est même inférieure en fait au métabolisme de base, ce qui est déjà plus surprenant. Donc plusieurs facteurs peuvent diminuer cette dépense énergétique chez l'enfant agressé. Les hypothèses pour la diminution de la dépense énergétique de repos, c'est l'effet de la sédation, de l'analgésie, de la curarisation, de la ventilation mécanique, le contrôle de la température corporelle qui va éviter une élévation de la dépense énergétique, et idem, la thermogénèse alimentaire qui est réduite par l'utilisation de la nutrition entérale à débit continu qui va éviter que la dépense énergétique n'augmente. Une hypothèse qui est souvent citée mais qui n'a jamais été démontrée, c'est l'arrêt ou la diminution de la croissance. Donc un auteur mentionnait que peut-être l'enfant agressé va se mettre en phase d'hibernation et plutôt que de grandir, il va utiliser son énergie en gros pour survivre. Ce qui est une jolie hypothèse, mais à ce stade, ça n'a pas été prouvé. Les recommandations de l'ASPEN pour l'apport énergétique ont évolué, mais comme je vous le disais, de manière assez lente, puisque en 1993, l'ASPEN nous disait qu'il fallait prévenir ou corriger la malnutrition avec un support nutritionnel précoce, ayant pour cible énergétique les apports nutritionnels conseillés pour l'enfant en santé. Et puis ce n'est qu'en 2002 et en 2009
qu'elle nous dit qu'il n'y a pas d'hypermétabolisme pendant l'agression métabolique chez l'enfant, et puis que si l'apport énergétique est basé sur les besoins de l'enfant en santé, on a un gros risque de surnutrition. Maintenant, qu'en est-il des besoins en protéines? Alors vous verrez que cette partie va être plus courte parce qu'on a très peu de données à disposition. Donc la méthode classique pour déterminer les besoins protéiques, que ce soit chez la personne en santé ou la personne malade, c'est le bilan azoté. Donc le principe est simple, on va regarder en fait combien d'apports en protéines ou en azote, c'est identique, permet en fait de combler toutes les pertes urinaires, toutes les pertes d'azote, pardon. Et les pertes d'azote sont représentées à 80% par les pertes urinaires et environ à 20% par les pertes fécales et insensibles. À savoir que la méthode de référence pour mesurer les pertes urinaires d'azote, c'est la chémoluminescence. Mais en fait, cette méthode est très peu disponible. Et ce qui se fait le plus souvent, c'est d'estimer les pertes d'azote par l'urée urinaire. Mais en fait, il a été démontré que cette méthode est peu précise chez le patient agressé. Ce tableau présente toutes les études qui ont mesuré ou estimé les pertes urinaires d'azote chez l'enfant agressé et qui ont essayé de regarder combien de protéines combien de protéines sont nécessaires pour équilibrer ce bilan azoté. Donc vous voyez que la littérature n'est pas très riche. Ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que les pertes urinaires d'azote sont en fait bien supérieures chez l'enfant agressé en comparaison à l'enfant sain. Ici, ce sont les valeurs de l'OMS. Donc on a vraiment, chez l'enfant agressé, des pertes beaucoup plus élevées. Du coup, on a également un apport protéique nécessaire pour équilibrer le bilan azoté qui est bien supérieur aux valeurs de l'enfant en santé. Et puis, ce qu'on peut observer également, c'est que on a l'impression, en fait, que ces pertes urinaires d'azote, elles augmentent avec l'âge. Ici, en fait, les études, elles sont classées en fonction de l'âge moyen des enfants dans l'étude. Et donc, on voit que ces pertes, elles augmentent plus l'âge des enfants augmente. Une revue systématique a été menée sur le sujet et en 2012, et puis elle a permis de démontrer qu'en fait, un apport de 1,5 g/kg de protéines et de 57 calories kg était nécessaire pour équilibrer le bilan azoté. Toujours dans notre collectif des 74 enfants, en parallèle à la mesure de dépenses énergétiques, nous avons également mesuré les pertes urinaires d'azote donc au quotidien. Et dans ce collectif, on voit bien en fait également que chez les plus grands, les pertes urinaires d'azote étaient bien supérieures que chez les plus petits. Et lorsqu'on regardait quelle quantité de protéines était nécessaire pour équilibrer le bilan azoté, donc on retrouvait la valeur de 1,5, enfin plus ou moins 1,5 g/kg de protéines chez les 3 groupes d'âge les plus jeunes, donc de 0 à 3 ans, comme dans la revue systématique. Par contre, chez les enfants plus grands, eh bien, un apport de 2,2 g/kg était nécessaire pour équilibrer ce bilan azoté. Ce qui est assez surprenant puisque, comme vous le savez, chez l'enfant en santé, on a des besoins protéiques qui vont diminuer avec l'âge et qui ne vont pas augmenter avec l'âge. Donc ces données sont plutôt surprenantes. Comme vous l'a dit Frédéric Valla tout à l'heure, en fait, les recommandations de l'ASPEN pour l'apport en macronutriments sont vagues. Donc, l'ASPEN nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de données en fait, pour faire des recommandations pour les macronutriments chez l'enfant sévèrement malade. Par contre, elle fournit quand même des valeurs d'apport protéique recommandées. Et vous voyez que ces valeurs en fait, diminuent avec l'âge, puisqu'on est à 2-3 g/kg chez les 0-2 ans, puis on va diminuer à 1,5-2 g/kg chez les 2 à 13 ans. Et on peut peut-être imaginer que ces valeurs-là, en fait, sont trop faibles pour les enfants plus grands, mais c'est une question qui reste vraiment en suspens. Donc, en conclusion,
La calorimétrie indirecte reste la méthode de référence pour la mesure de la dépense énergétique, mais elle pose plusieurs problèmes pratiques. Et quant à l'estimation de la dépense énergétique, elle est peu précise. Concernant les besoins, donc l'enfant agressé sous ventilation mécanique présente une dépense énergétique qui est plus basse que celle de l'enfant en santé, et puis des besoins protéiques qui semblent augmenter. Et vous noterez comme moi la pauvreté du nombre d'études chez l'enfant agressé, ayant donc pour conséquence des recommandations qui sont vraiment peu étayées. Je vous remercie pour votre attention.